c'est mieux. Donc, juste deux mots pour l'exposition, pour ceux qui n'ont pas encore visité. Cette exposition a initié en 2022 au Potager du Roi à Versailles. Après, Cécile, il va nous approfondir un peu les thématiques de l'exposition. Donc, il a initié en 2022 au Potager du Roi à Versailles. Il a continué à Lyon. Et maintenant, elle prend forme ici à Genève, dans le pavillon Cycli, où elle engage un dialogue contextuel avec les territoires, notre territoire. Mais il donne aussi la possibilité aux visiteurs d'explorer la production contemporaine du paysage, là où les écosystèmes ils sont au centre de différents projets. C'est une exposition qui est adaptée à Genève, justement, et produite par la Fondation Pavillon Cycli. Et je tiens, au nom de la Fondation, d'exprimer notre enthousiasme pour avoir porté les messages de cette exposition ici à Genève, mais aussi en particulier dans le quartier du Pave, où nous sommes aujourd'hui, quartier en pleine mutation. Je voudrais quand même remercier Gilles Clément ce soir, qui nous fait l'honneur de parler ici au pavillon, Miguel Georgiev de l'atelier Colloco et Cécile Tournaboff pour cette magnifique collaboration intense et enrichissante. Aussi parce que la Fondation Pavillon Cycli, donc notre activité, c'est avant tout de promouvoir la culture de différentes disciplines autour du développement du territoire, mais aussi de mettre en valeur et de porter le message que cette pluridisciplinarité, il est très important, encore plus aujourd'hui, dans l'idée de travailler ensemble pour faire face à la transition à laquelle on est confronté aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour cette collaboration et de ce partenariat. Gilles Clément, on les connaît à travers ces concepts, les manifestes du tiers-paysage, les jardins planétaires, les jardins en mouvement, mais aussi pour son énorme travail en tant que paysagiste, jardinier, botaniste, biologiste ou encore écrivain. Ce qui fait en fait ce soir l'occasion pour nous tous de continuer à apprendre autour du vivant et du paysage. Donc merci beaucoup. Je passe la parole à Cécile et merci encore de votre collaboration. Merci. Je vais dire quelques mots sur l'exposition. Donc moi, je suis Cécile Tourneboeuf. Je me suis occupée de la médiation de cette exposition-ci et j'ai participé à la coordination de la première et puis ensuite de sa circulation à Lyon et enfin donc à Genève. On a parlé, et merci Alberto d'avoir parlé du travail d'équipe que représente la création d'une exposition comme celle-ci. Ce que je voulais souligner en lien justement avec la conférence qui va suivre, c'est que cette exposition, elle est aussi le fruit d'un long travail à la fois d'exploration, de pratique et de réflexion. C'est ce qui caractérise le travail d'abord de Gilles, mais aussi de ce qu'il a fait depuis plusieurs dizaines d'années avec Colloco, donc qui sont à eux les 4 commissaires de cette exposition. Et je pense qu'on peut retrouver justement cette gymnastique, et pas simplement parce qu'il y a des trampolines, mais cette gymnastique intellectuelle et physique qui crée cette exposition, donc devenir jardinier planétaire. Donc quand vous aurez l'occasion de revenir, ce dont je ne doute pas, vous pourrez trouver 2 grandes zones dans cette exposition. La première ici, sur ma gauche, qui reprend l'état des lieux des connaissances actuelles sur le fonctionnement des écosystèmes, sur évidemment l'impact anthropique, donc la place et la force transformatrice de l'humain sur la planète, ce dont on peut se désoler, mais ce que justement cette exposition, et notamment via son titre, Devenir jardinier planétaire, nous invite à renverser, quitte à avoir de l'impact, autant avoir celui d'un jardinier, et donc de prendre une juste place au sein de ce jardin, donc, qui est la planète. Donc une première partie qui rend compte d'où nous partons, tant d'un point de vue conceptuel que de données scientifiques, et deuxième partie, donc à ma droite, qui rend compte d'expériences, de 20 projets qui sont sur les tables derrière moi,
20 projets qu'on a récoltés par leur qualité d'illustration de ce que pourrait être devenir jardinier planétaire, de ce que pourrait être un jardinier planétaire plutôt aujourd'hui déjà, mais dans le futur. Donc ce sont 20 projets à différentes échelles, tant de territoire que de temporalité, et qui rendent compte d'une transformation assez fine, et d'ailleurs très pratique également, de la manière de faire territoire, la manière d'aménager, de faire paysage. Ce n'est pas des exemples au sens il faut les suivre, mais c'est des exemples comme autant d'images dont on peut s'inspirer, éventuellement d'ailleurs s'opposer. Je vous invite à les feuilleter pour trouver celle qui vous parle le plus. Et puis vous pourrez ensuite, en poursuivant la circulation, trouver un des points également qui m'a semblé, en tout cas à moi, en tant que collaboratrice sur ce projet avec les commissaires très importantes, c'est tout un travail sur la manière de représenter ces transformations, la manière de représenter aussi le travail de conception. Et donc vous allez avoir sur la dernière partie de l'exposition des exemples de nouvelles visions de ce que pourrait être un projet en tant que jardinier planétaire. Voilà, je m'arrête là pour donner la parole à ceux que vous êtes. Merci Cécile. Je vais continuer en resituant un petit peu comment on a élaboré cette idée de préséance du vivant et de devenir jardinier planétaire, après l'invitation de Gilles à partager cette responsabilité d'être commissaire. Et on s'est longtemps interrogé sur ce qu'il fallait absolument récolter et partager comme contenu sur les messages qu'on pouvait transmettre non seulement aux paysagistes, mais à tous les métiers qui se chargent comme on dit, l'aménagement du territoire. C'est une exposition qu'on a pensé beaucoup pour les étudiants, pour les jeunes et pour le partage d'expériences et de connaissances qui sont importantes de recompiler. Et donc la préséance du vivant, elle s'exprime sous 3 formes. C'est un réflexe de survie, un cri d'alarme, c'est cette inquiétude qu'on a tous à penser à chaque rapport du GIEC à des alarmes de plus en plus inquiétantes. C'est une modalité d'expression qui est un peu épidermique, un peu émotionnelle. La préséance du vivant, c'est aussi un mode d'attention, c'est-à-dire comment on s'interroge. Son mode d'expression, ce sont les questions, comment on questionne le vivant et comment on se questionne au contact du vivant. Mais c'est aussi un code de conduite dont la modalité d'expression sont les engagements. Et pour moi, la préséance du vivant, elle tresse un peu les idées que Gilles a commencé à formuler dès les années 70-80. Et c'est à ce titre-là que je trouvais incontournable de l'inviter ce soir pour nous raconter un petit peu comment, au travers de son expérimentation, de son jardinage et de son contact avec la nature, petit à petit, ont émergé ces idées-là qui nous ont tous influencés un peu sur la vision du jardin, du vivant, et qui aujourd'hui sont à même de pouvoir imaginer d'autres formes de construire des villes, des quartiers, des territoires. On a l'exemple ici de la Drise. Et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui nous ont accompagnés aussi à amplifier les contenus de l'exposition. Donc Marco de l'atelier Rampini, ADR, Barbara Chénaud, sur la question de l'eau et des rivières qui n'étaient pas présentes à Versailles. L'école de Lullier aussi qui nous a aidés avec ce cortège de plantes qui sont apparemment celles qui vont arriver dans les années qui nous attendent. Et je vais rapidement passer la parole à Gilles pour qu'il nous raconte un petit peu comment c'est arrivé tout ça, comment est-ce qu'il a imaginé tout ça à partir du contact avec le sol, avec les plantes et avec un œil de plus en plus aiguisé, de plus en plus politisé avec le temps, de plus en plus radical. Je pense au fur et à mesure que ces idées-là se sont formalisées. Et donc, je vais te passer
la commande avant la parole pour que tu nous racontes un petit peu la version originale de ce fil qui est raconté dans la partie manifeste qui introduit l'exposition. Je suis danseur. Il est danseur aussi et qui donne un peu la clé de lecture de toute l'exposition. Et pour passer, c'est ça? Ça y est. Hein? C'est pas le bon fichier, pardon. C'était celui d'hier. Bon, c'est pas grave. Il va danser. On peut, oui, c'est ça. Je vais danser. On peut parler sans images, mais quand même, ce serait mieux si on les voyait. Alors, toute cette histoire, elle est due à bien des gens qui ont regardé, écouté les messages que j'ai essayé de faire passer au fil du temps. Et le dernier, qui a été dernier directeur quand j'étais encore présent à l'école du paysage, me dit, voilà, on va faire une deuxième biennale du paysage, et c'est toi qui vas être le commissaire. Je ne veux pas faire ça, c'est un boulot de dingue. Et puis finalement, je lui dis, ça peut être intéressant quand même. Et j'ai proposé le titre de la préséance du vivant, il a dit oui. Ça a été ma surprise, parce que ça aurait pu être refusé. Hein. Et là, ensuite, quand je me suis trouvé face à ce devoir de mise en place d'une biennale, j'ai tout de suite appelé Coloco. Mais il est parti. Bon. Et heureusement, parce que ça aurait été impossible de faire ça tout seul. Alors, à la demande de Miguel pour ce soir, moi j'ai fait une petite sélection d'images qui montrent les raisons pour lesquelles j'ai fini par faire cette proposition pour une biennale. C'est important, une biennale de paysage, mais qui ne porte pas sur la dimension strictement scénographique, architecturale ou esthétique du paysage, mais la dimension biologique. On la met en avant, le reste a beaucoup d'importance, mais on place le reste en seconde position, de façon à donner un privilège à ce vivant pour, quand on fait la construction architecturale et la résolution esthétique, on ne tue pas. Si, pour faire beau, on tue, ça ne marche pas. Donc c'est ça, la question de la préséance du vivant. Et elle vient de ma propre expérience, en commençant... Ah, ça y est. Ça y est. Ça y est? Ah ben alors, j'appuie sur les trucs, là. En commençant par faire quelque chose... je me dirige vers... Je sais pas. Ah ben voilà, ça passe tout seul. Et j'ai pu trouver un bout de terrain en Creuse, pas très loin de la maison familiale, mais bon, dans une petite vallée. Et cette image répond à quelque chose qui a été évoqué quand on parlait tout à l'heure avant de la... Est-ce qu'on ne ferait pas plutôt un jardin avant de faire la maison? C'est ce que j'ai fait, sans vraiment avoir décidé que c'était ça qu'il fallait faire, était important. Mais j'ai d'abord fait un jardin potager, vivrier. Ça revient à ces questions d'urgence, hein, dont Utopiana, par exemple, ici présente à Genève, oui, aborde le jardin vivrier. C'est le premier jardin. Quand on parle de jardin à la campagne, d'ailleurs, c'est toujours un potager. Hein. Donc voilà, j'ai fait cette chose-là pour commencer. Et j'ai habité cette tente d'occasion rachetée, qui était de l'armée, machin. Ça a duré à peu près 2 ans avant que je puisse habiter la première partie, la moitié de la maison, que j'avais fini de construire, parce que je l'ai fait aussi de mes mains. C'est des cailloux, hein, du granit, c'était pas compliqué. C'était juste très long, mais très intéressant. Donc j'ai d'abord fait le jardin avant de faire la maison. Rappelle-moi le... Comment? Kramer. C'est Kramer qui dit ça. Voilà. Je trouve que c'est très beau, c'est très juste. Sauf que je l'ai vécu en plus, mais je ne savais pas que c'était quelque chose qui pouvait être comme une proposition de vie, finalement. Donc il y a eu... Voilà. Ça l'a mangé. Donc on est dehors. Hein. Ça a été un moment très important. Et puis il y a eu un deuxième temps. Alors là, ça, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est celui
de la grande berce du Caucase qui a à voir avec Corvon ici au Jardin botanique de Genève. Hein. La berce du Caucase, hein, c'est arrivé, elle s'appelle Heracleum mantegaziana. Il y avait Mantegazza dans le lot des scientifiques qui sont allés dans le Caucase rapporter cette plante et qui ensuite s'est multipliée beaucoup en Europe, passant par l'Angleterre, par Genève, puis finalement partout. Et elle est arrivée chez moi. Et moi, je la trouve magnifique. Elle est interdite. Mais pourquoi? Ah ben parce qu'elle est envahissante. Oui, on dit invasive, hein, c'est beaucoup plus péjoratif. Oui, mais pourquoi? Mais parce que, voilà, puis elle est dangereuse. Enfin bon. Oui, elle prend de la place, c'est vrai, et elle est photosensibilisante, mais elle est géniale. Elle est d'une beauté totale, quoi. Elle monte à 3 mètres de haut, et puis elle attire énormément d'insectes. Alors, j'ai décidé de la garder. Là, on voit le pied mère, là, on voit les petits, là. Et je dis, ben, je peux plus tondre, là, je peux plus foucher. C'est trop bien. Alors, hop, je change la forme. On fait le passage à côté. Et c'est le début du jardin en mouvement. Je lui dois beaucoup à la berce du Caucase. Parce que si elle n'avait pas cette puissance de modification du paysage grâce à sa hauteur, elle ne bloquerait pas la vue quand elle pousse. Ce serait une petite plante basse. Elle n'aurait pas eu le même rôle. Là, elle est fantastique. Et moi, je veux la garder. Mais c'est une thérophyte, c'est une plante annuelle. Elle va disparaître. Elle va mourir quand elle aura fait les graines. Mais je ne veux pas. Alors, oui, je veux la garder, mais elle va être où? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas où. L'année d'après, on ne sait pas. Parce qu'un animal, le vent, aura transporté les graines et ça va apparaître ailleurs. Jardin en mouvement, obligatoirement. Donc ça a été le tout début. Après, ben, tout le reste vient à la suite de ça. Et en particulier le jardinage par soustraction. Toutes ces plantes que vous voyez là, moi je ne les ai pas plantées. Hein. C'était un talus, il y avait un arbre qui s'est effondré, ça a retourné le sol, ça a joué le rôle vraiment des taupinières, vous savez, qui remuent tout, mais qui font lever la dormance de graines qui étaient enfouies. Donc finalement, on voit apparaître plein de choses qu'on n'avait jamais vues. Ça a été le cas ici avec les euphorbes coralloides et puis les escoldia, une plante banale peut-être, mais je ne l'avais pas semée là. Hein. Elle venait de je ne sais pas quoi, je ne sais pas où, par qui, j'en sais rien. Donc tout est comme ça, et moi ça m'a beaucoup plu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'enlève une plante qui peut gêner celle que je veux garder. Mais j'ai rien mis. Hein. Je ne fais qu'une sélection. Jardinage par soustraction. Donc on peut imaginer un jardinage de cette façon-là. Vous avez vu, hein, c'est l'échelle. L'échelle, enfin je veux dire, ça vous donne la hauteur de la plante. Hein. Grâce au chien, le pouvoir attractif de la grande berce qui attire les cétoines, les cérambix, etc. Voilà. Après, faire passer ça dans des jardins privés, j'en avais encore un peu à l'époque et j'ai arrêté après. Je suis passé à l'espace public et j'ai eu beaucoup de chance que ça ait pu être accepté pour la première fois. C'était au parc André Citroën. C'est pas là où je voulais qu'on le fasse. Je voulais ça dans l'espace central, ce mode de jardinage-là. Puis non, ça s'est passé sur un coin, mais peu importe. Hein. Ça a été quand même une expérience. Alors, là, dans cet espace-là, vous voyez une photo qui montre un espace relativement libre, mais tout de même qui s'est déjà beaucoup boisé. Il faudrait qu'on enlève quelques arbres. C'est pas facile hein, d'enlever des arbres dans un jardin. Et puis ça, c'est la partie architecturale, pas du tout celle que je défendrais, mais qui existe quand même dans la construction du parc. Nous étions 2 équipes. Hein. Il y avait un autre paysagiste et chaque fois des architectes. On était 4. Finalement, c'était plutôt, j'avais l'impression, 3 archis et un jardinier, quoi. Donc, je n'arrivais pas à faire passer tout partout, mais ça a marché quand même. Première expérience du jardin en mouvement dans l'espace public. Et dans les jardins sériels, il y a un peu un mélange entre les deux. Une série floristique très diversifiée et très bien gérée d'ailleurs avec les équipes d'aujourd'hui. Ça a beaucoup évolué hein, dans la gestion. Et voilà l'artiste, le dessinateur. Ça peut être... là-bas. Je ne sais pas s'il serait d'accord aujourd'hui. J'ai longtemps que je ne l'ai pas revu. Ça se passait en même pas 82, non, 85, c'est le concours, 92, c'était par là, vous voyez. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Parce que je lui ai expliqué, pendant 2 ans, on a essayé de... Bon, et je lui ai dit, voilà, tu choisis ce que tu enlèves et ce que tu laisses. Et finalement, c'est lui qui fait la courbe, donc il fait le dessin.
il connaît les plantes. Il peut mettre un nom dessus, il peut dire j'enlève ou je garde. Donc il a un rôle extrêmement important. Dans tous les jardins, il y a un partage de la signature. Nous le partageons avec les plantes qui inventent sans arrêt un truc qu'on n'imaginait pas, mais nous le partageons avec ceux qui sont des intervenants. Car ils prennent une décision. Et lui, ben voilà, il prend la décision. Et ça évolue comme ça tout le temps, d'une année sur l'autre. Donc ils ont un rôle extrêmement important. Partage de la signature. Après, ça a été mis dans très peu d'endroits pour l'enseignement, mais dans un lycée agricole près de Nantes, à Saint-Herblain, où il y a même des étudiants qui j'avais dit, vous faites tout avec... Vous choisissez, mais vous pouvez les utiliser, même ces ulex avec lesquels on se pique, hein, que tout le monde veut arracher, brûler et tout. Mais non, on peut peut-être en faire quelque chose. Et finalement, ils ont fait de la sculpture avec une plante qu'on déteste. Mais non, on peut l'utiliser quand même, quoi. Voilà. Ça a été d'ailleurs un point très important dans le parcours de ce jardin en mouvement. Et il y a un livre qui est en train de se terminer, plus ou moins, hein, ça prend beaucoup de temps, de la part des 3 enseignants qui ont dirigé les promotions successives dans ce lycée agricole. Il marque l'évolution de ce jardin, mais surtout de la pédagogie. Alors, la question du jardin planétaire, on est lié à ça ici, avec tous les thèmes qui sont abordés, évidemment. Ça vient d'un constat, on est tous dans l'eau, on ne vivrait pas sans eau. Ça, c'est une image que j'aime beaucoup, que m'avait donnée Enioré, où on voit tout ce qui est blanc, c'est les nuages. Quand on revient en tournant très vite au-dessus de la planète, parce que lui, il avait les moyens, eh ben, il voit que ça bouge, l'eau. S'il y avait des extraterrestres qui faisaient cette observation, ils diraient il y a de la vie là, hein, ça bouge. Oui, mais ça bouge parce qu'il y a de l'eau. Ça vit parce qu'il y a de l'eau. Et nous sommes tous dans cette épaisseur-là, vous la voyez, 11 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, 8-10 000 mètres en dessous. C'est ça la biosphère, c'est un petit truc minuscule. Définition du mot jardin, enclos. Nous voilà dans l'enclos de la vie, la biosphère, elle est là. Au-dessus, il n'y a pas de vie que l'on connaisse et en dessous non plus. Mais comment fait-on pour arriver à protéger la qualité biotique de ce milieu, qui en plus communique d'un bout à l'autre, hein, pour ne pas la détruire, de façon à ce que nous puissions continuer à vivre aussi. C'est ça, la préséance du vivant. C'est évidemment un peu ciblé sur la possibilité de faire vivre les humains sur la planète. Donc c'est arrivé comme ça, avec une carte des biomes que j'utilise de troll. Hein, c'est un seul continent, mais c'est la masse des continents qu'on rassemble. Tous les biomes, c'est les zones climatiques. J'ai étudié beaucoup celles du climat méditerranéen, sud, nord, pour faire le domaine du Rayol, avec une grande diversité, et constater que, quels que soient les endroits où j'allais, il y avait déjà eu des plantes qui avaient voyagé, soit par l'activité humaine d'un continent à l'autre, soit naturellement par les courants marins, par si tout voyage tout le temps. Donc on est dans le brassage planétaire en permanence. Et décider qu'une plante est interdite, parce qu'elle vient d'ailleurs, c'est vraiment ne pas comprendre que par simple opportunisme biologique, elle a besoin d'être là, et elle vient d'ailleurs parce qu'elle ne pouvait pas rester là où elle était. Le climat a dû changer. Il faudrait d'ailleurs refaire aujourd'hui la carte des biomes que Troll avait fait en 1940. Donc on en est là, vous voyez, voilà, ça c'est quand on dit que ça ne va pas, elle vient d'ailleurs, c'est Tamaris, hein, qui arrive d'Europe, alors qu'on est sur le delta de Tijuana, où il y a une réserve écologique. Enfin, ils ont enlevé les affiches, hein, mais c'était tellement ridicule, parce que vous imaginez, les Européens qui arrivent, qui tuent tout en arrivant, y compris les humains et les autres, hein, en arrivant sur ce continent d'Amérique du Nord, et qui un peu plus tard non, ça va, décide que on n'a pas le droit d'accepter des plantes qui arrivent d'Europe. Hein. Je passe là-dessus, hein, parce que ce qui est très embêtant pour nous aujourd'hui, c'est qu'on continue quand même à devoir obéir à ce qui est donné par des directives prétendues, écrites, décidées par des écologistes, mais qui ne sont probablement pas des écologistes, qui sont, je ne sais pas d'où ils viennent, qui n'ont pas du tout compris ce que pouvait être la vie, qui se transforme tout le temps en permanence. Donc il y a un problème. Et les plantes, elles voyagent partout. Donc toute l'expo Jardin planétaire, elle commence par ce brassage,
par d'abord l'isolement géographique, par le nombre d'espèces qui vient à partir de l'isolement géographique, ou la mutation, les deux phénomènes existent, puis ensuite les brassages, puis ensuite les écosystèmes émergents. Nous sommes là dans des écosystèmes émergents en permanence. Et en voyageant autour du monde, mon bilan carbone, je le sais bien, il n'est pas très bon, mais bon, j'ai souvent pris cette photo en arrivant sur l'île de la Réunion, parce qu'elle donne cette idée-là. Vous avez cette eau, vous avez les nuages orographiques formés par l'évaporation de la mer. Là, ils habitent là, la majorité des humains, ils croient qu'ils ne sont pas dans l'eau. Mais si, bien sûr, il y a de l'eau partout, il y en a même là. Hein. Il y a de l'eau dans la salle, il y en a de l'eau dans le corps. S'il n'y avait pas, on ne pourrait pas vivre. Et ça me paraît être illustratif de cette question. Ça, c'est le plan, je ne vais pas vous le détailler parce qu'il faut qu'on aille vite. Non ? Bah, attends. Oui, c'est prévu que vous puissiez poser des questions hein, après. Pas autant que le nombre que vous êtes, mais quand même, ce serait vraiment bien. Donc ça, c'est un des exemples de la réalisation d'un jardin qui s'exprime par rapport à l'idée du jardin planétaire. Il n'y en a qu'un que j'ai pu faire. Enfin si, il y en a deux, mais celui-là, il est biologique. C'est-à-dire que c'est à partir des plantes capables de vivre dans le climat méditerranéen. C'est le domaine du Rayol. Et ça vient de tous les pays du monde où il y a un climat méditerranéen. Axe, une seule ligne droite qui existe dans le jardin. Après, il y a des clairières, vous ne le voyez pas là, mais enfin, il y en a un certain nombre, et chaque fois qui se rapporte à une zone climatique, Californie, Chili central, où il y a le climat méditerranéen, hein, Afrique du Sud, Australie du Sud, etc. Voilà, vous l'avez là comme ça. Même Nouvelle-Zélande, c'est un peu osé parce que c'est pas complètement méditerranéen, mais ça marche très bien quand même. On arrive à faire des paysages à la fois différents et qui ne sont pas tous visibles en une seule fois. Il faut aller de l'un à l'autre. Et on a fait une exploration de cette flore très très diversifiée. En Afrique du Sud, on dit que le nombre d'espèces au mètre carré est là, dans le pays, sur la côte, là, Cape Town est un peu à côté, où on a le plus grand nombre d'espèces au mètre carré, pas seulement dans la zone, partout, quoi. C'est une zone méditerranéenne. C'est là que j'ai découvert le pouvoir du feu, parce qu'au début, quand on parlait d'incendie, ça faisait très très peur systématiquement. Dire que c'est pas toujours rigolo, mais il y a quand même des plantes qui vivent avec ça depuis tellement longtemps qu'elles se sont adaptées et finalement ont même besoin du feu pour continuer à vivre. On appelle ça des pyrophytes. Pyrophytes passives sont celles qui supportent le feu, qui revivent derrière. En voilà une. Vous voyez que toutes les écailles, la base des feuilles est brûlée. Ce type, c'est pas un vrai tronc. Ce sont des xanthoréas, ce sont des plantes typiques de l'Australie qu'on appelait black boy, mais ça se fait plus. Ça, on dit grass trees, c'est plus joli. Et ça repousse après l'incendie. Donc, elles supportent le feu, quoi. Nous, chez nous, les pyrophytes passifs, il n'y en a pas beaucoup, mais le chêne-liège en fait partie. Puis les actives, alors les actives, c'est fascinant. Parce que la plante meurt complètement, mais pas les graines. Elles sont là, elles se mettent un peu dans le sol, puis ça peut durer des années, et tout à coup, il y a un incendie, et hop, levée de dormance de la graine par choc thermique. Non mais, extraordinaire. Au parc de Yellowstone, aux États-Unis, ils ont découvert, quand il y a une vingtaine d'années, il y a eu un incendie fantastique, une plante qui pensait être fossile. Ils ne l'avaient jamais vue, les scientifiques. Ben oui, elle attendait, elle dormait. C'est fort, hein. Bon, elle est très puissant. Donc ça parle de tout ça. Les feuilles qui poussent, uniquement qui fleurissent, si par hasard il y a eu... Voilà. Et le deuxième exemple, jardin planétaire, et culturel, pour moi, c'est celui du jardin du musée du Quai Branly. Quand j'ai été sollicité pour faire ce travail-là, moi, ce qui m'a intéressé, c'était de lire les textes sur les cultures qui allaient être probablement à l'intérieur du musée. Le musée n'était pas encore construit. Et quand je lisais ça, je voyais revenir d'une façon permanente la tortue. Bon, la tortue, c'est un animal, hein, c'est pas... Mais quand même, c'était en reflet d'une vision du monde. Et la tortue est partout
chez une grande majorité des animistes, mais aussi dans d'autres cultures. Et par exemple, en Asie, elle est cosmophore, elle porte le monde, vous imaginez le truc. Après, sur un axe, il y a le serpent, Taboga, et le truc qui donne l'esprit, puis l'homme, il est tout petit en haut, mais c'est la tortue, la base, quoi. Sans doute parce que c'est fascinant, une tortue, ça dure tellement longtemps, et c'est solide. En Afrique, chez les Dogons, c'est le siège auquel on fait avouer les coupables. En Amérique latine, c'est quelquefois la forme du campement et la queue donne la direction de la rivière et ainsi de suite. Et il n'y a pas longtemps, j'ai appris que les Hurons, ils avaient ça aussi dans l'Amérique du Nord. Je trouvais ça très, très bien. Donc dans le plan du jardin que j'ai fait là, il n'y a pas de jardin, il est là, ça c'est le musée du Quai Branly. Et Jean Nouvel a accepté l'idée que même la terrasse du restaurant en haut serait une tortue, enfin une forme ovale. Voilà. C'est tout. Hein. La tortue, j'ai pas pu en mettre dans le. Et voilà une terrasse, ça, les écailles de la tortue, etc. Bon, il faut expliquer ça aux visiteurs parce que c'est pas toujours dit à eux. Mais c'est ça l'idée. C'était un peu un respect d'une culture animiste extrêmement importante parce que toutes les cultures qui existent dans le monde, ce sont celles, à mon avis, qui donnent un équivalent aux autres. Aux autres, qu'ils soient des humains, mais qu'ils soient aussi, surtout, des plantes ou des animaux. On les respecte. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire chez nous. Une tortue en pergola, etc. Et puis les écoles des jardins planétaires, je vais te passer la parole, je te promets. Hein. Après. Il y en a qui se sont fondées petit à petit. Alors il y en a plusieurs, on en est à la 5e. Une des dernières est à Arc-Senan, à Saline-Royale, avec les interventions des oursons métis. Hein, vous savez ce que c'est. Ça, c'était après avoir lu les livres de Morisot, où vous voyez les ours, changement climatique. Hein, chaud, froid, les polaires et les grizzlies se rencontrent. Ils sont complètement stressés, mais ils font quand même des bébés. Ils ne sont pas d'espèces différentes. Et les petits, finalement, eux, ils s'adaptent. Et c'est eux qui apprennent à leurs parents comment il faut faire pour vivre. Je dis, voilà, les jeunes aujourd'hui sont des oursons métis. Hein. Ils vont nous dire quoi qu'il faut faire. Enfin, il faut qu'on leur demande quand même. Hein. Il faudrait d'abord qu'on change de mode de vie, quoi qu'il arrive, et qu'on se dise comment on fait. Peut-être eux, ils vont anticiper et nous donner une indication. Donc, dans ces écoles du jardin planétaire, il y a cette idée-là. Et ça, ils travaillent sur le cercle complémentaire de ce que l'architecte de l'époque avait imaginé. On avait fait que la moitié, puis ça s'est arrêté après. La saline, il y avait un saumoduc. Hein. Le sel valait de l'or à l'époque. Hein. C'était extraordinaire comme histoire. Bon, alors il y a celui-là. Il y a plein d'autres endroits où il y a des ateliers à l'extérieur. Ça, c'était l'île de la Réunion. C'était la deuxième qui a été créée. Elle continue de fonctionner. Et des répétitions d'ateliers parce que ça a quand même beaucoup de succès, beaucoup d'importance. Et la dernière qui est en train de se faire, je ne sais plus si c'est la 5e, j'ai oublié, elle est en Roumanie, dans les Carpates, par l'atelier d'architecture autogérée, qui est une base à Paris, avec lequel j'ai l'occasion de travailler parfois. Et Constantin Petko-Idoina habite, elle a un bout de terrain là-bas, elle m'a demandé est-ce qu'on peut faire une école de jardin planétaire. Je lui ai dit mais pourquoi pas, bien sûr. Et là, c'est en chantier, mais il y a des ateliers maintenant qui se font comme ça. Ils vont se faire en septembre cette fois-ci, tous les étés, avec des gens et des jeunes qui viennent de partout, dont ceux-là. Alors là, c'est une photo que j'aime beaucoup. Hein. Un des groupes qui est venu dans cette école, qui s'appelle, ils s'appellent Le Temps de la Terre, ont décidé de commencer, ils sont tous jeunes, hein, vous les voyez, des modes d'entretien des jardins sans moteur. Donc en utilisant des outils anciens, intelligents, qu'on a un peu abandonnés parfois. Il y en a qu'on garde quand même, toujours. Hein, les râteaux, ça existe encore. Hein. Mais la faux, ça se fait plus trop, etc. Et on va plus vite quand on s'est fauché qu'avec un rotophile. On ne fait pas de bruit, on ne tue pas les insectes. Donc on a un bilan sur la diversité qui est vraiment remarquable. Ils font bientôt, là, le 23 à Rouen, une fête. Alors je vais aller leur parler. Ils sont super.
Il y en a qui avaient fait une rébellion, c'était au... Non, c'était moi qui l'avais fait, mais enfin bon, c'était à la Biennale de Mel, c'est l'usage de ce que l'on peut faire avec les plantes. Donc là, on a parlé des outils et des choses simples. Là, les plantes, on peut en faire des substances utiles, nourricières et thérapeutiques. Les purins d'ortie en font partie. Là, vous voyez qu'on filtre. Alors, c'est un jardin qui s'appelle le jardin d'ortie à Mel. On filtre les orties, c'était interdit. Hein. On n'avait pas le droit, parce qu'il y avait une loi d'interdiction des PNPP. Je ne sais pas comment ça se passe en Suisse. PNPP, c'est des produits naturels peu préoccupants. On ne sait pas ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire que ça préoccupe sans doute le marché, parce qu'on ne va pas aller acheter, on fabrique. Donc c'est surtout ça qui est interdit. Vous n'avez pas le droit. Il faut que vous soyez des consommateurs à tout prix, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est très énervant. Mais on peut aller dans l'autre direction, sans en faire de la pub, parce qu'on se ferait taper dessus. Mais on peut en tout cas le fabriquer. Donc ça, c'est le deuxième point important. Le troisième point, production vivrière, ça c'est une image du jardin de Utopiana, ici à Genève. Et puis voilà, je pourrais en reparler pendant des heures. Là, je vais passer la parole à Miguelito, parce qu'on parle du tiers paysage, juste un mot. Tiers paysage, c'est on fait rien. On laisse faire, ça pousse. Si on ne fait rien dans notre métier, on est utile à tous. Il n'y a pas beaucoup de métiers comme ça. Si on ne fait rien, tout pousse. Ça prend du temps, mais ça pousse. Hein, et ça finit par faire de l'oxygène. Et ça, on en a besoin. Et à partir de ça, de cet atout énorme d'une végétation qui arrive spontanément, qui ne coûte rien et qui en plus nous aide, eh bien, il y a eu des projets qui se sont réalisés. Le premier a été l'île d'Herborance à Lille, avec quand même un socle que j'ai dû faire construire, parce que sinon, c'était une colline de déchets, de gravats. Puis finalement, c'est devenu une sorte de forêt. Il y a eu d'autres interventions, entre guillemets, artistiques, enfin plus ou moins. Ça, c'est la tapisserie d'Aubusson qui marque les endroits où la richesse biologique existe. C'est le long d'une vallée, c'est la Creuse, et la Roseille, c'est un affluent. Et le reste, tout ce qui est un peu bleuté comme ça, c'est l'activité humaine. Là, il n'y a pas grand-chose. Donc, je les avais un peu... C'est une caricature de cette histoire-là. Oula, c'est un peu flou, mais enfin bon... C'était le paysage du long de la Creuse à l'époque où il y avait encore des côtes que les peintres venaient dessiner. C'est une vallée des peintres, des impressionnistes, parce qu'il y avait de la bruyère, il y avait des couleurs. Maintenant, c'est devenu que des forêts par l'inversion du paysage. Donc là, on a tout ce qui est venu, qui était pâturé, qui est devenu des forêts spontanément. Hein. C'est pas moi qui les ai plantés, évidemment. Voilà. Et moi, j'ai observé ça parce que j'habite dans cette région au bord de la Creuse. Et puis, il y a quelques installations qui permettent, dans certains endroits, voilà, pareil, au Sentier des Lauses, un petit observatoire où on peut dire, voilà ce qui se passe dans ce que vous avez sous les yeux, tout ça, c'est fantastique, ce relief. On n'a pas une maison, il n'y a rien. On n'a pas un humain. Mais si, c'était complètement... Et des terrasses, c'était cultivé, mais ça a disparu, c'est une forêt. Bon. Ça, c'est un objet pour le Centre canadien d'architecture où on était allé ramasser des éléments de la diversité qu'on trouvait dans les talus derrière, il y avait un peu de tout. Hein. C'est resté là-bas, le lustre. Ça, c'est un relevé du tiers paysage de la ville de Montpellier avec toi, Miguel. Je ne sais pas ce qu'ils en ont fait, d'ailleurs. Tu pourras peut-être en dire un mot. Et puis, on arrive à toi. Enfin, tu vas prendre la parole. Hein? On va la partager. C'est quand j'ai été appelé à Stolatz par le directeur de l'Institut Malraux. C'est ça, hein? Oui, je ne me trompe pas. Qui était basé à Sarajevo, mais lui, il avait sa maison à Stolatz. On est dans la Bosnie-Herzégovine. Je suis allé voir quand même, c'était très intéressant. Mais quand j'ai vu le travail qu'il y aurait peut-être à faire, là, j'ai invité Coloco. Et là, on a fait un travail qui a été très, très intéressant pendant plusieurs années. Hein. Tu expliques ? Je peux.
On peut l'expliquer ensemble. Je ne sais pas si les photos sont dans l'ordre. Ce qui est intéressant, la question que vous posez sûrement, c'est après toute cette explication des différentes façons de comprendre le monde que Gilles vient de nous exposer, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet énorme élan et cet enthousiasme qu'il partage avec nous, mais c'est quand même des questions complexes. Alors là, les photos, elles sont un peu dans le désordre. Elles sont dans le désordre. Mais juste un mot pour celle-ci, que je pensais qu'on verrait à la fin. C'est à la fin des activités de tous ces jeunes le long de la Bregava. On est dans un bord de rivière, on traverse la ville de Solatz. On ne savait pas où on interviendrait. On fait la cartographie après ce qui a été réalisé, et non pas en projet avant. D'autant plus que la guerre, elle avait pris soin de brûler tous les cadastres à Stolatz, et donc on se retrouvait avec l'impossibilité de trouver des sources fiables au niveau cartographique. Donc c'est un montage de petites photos d'ordinateur à l'époque imprimées sur des A4, et on refait la cartographie pour la montrer aux habitants, qui sont toute une série de lieux dans lesquels on retrouve à travers des petits aménagements très simples qui peuvent être de ce type-là, ou des mobiliers ou des façons de gérer justement ce tiers-paysage le long de la Bregava, une attention pour l'espace qui a été celui de l'espace des voisins et qui avait disparu pendant la guerre, et dans lequel le rapport à la rivière avait disparu. On va voir après le cas, par exemple, d'une maîtresse d'école qui n'était pas retournée au bord de la Bregava, qui est le seul espace de fraîcheur. L'été, il fait plusieurs dizaines de degrés, là, 40, 35, 40 degrés. Et donc, c'est pas que Coloco, c'est 25 étudiants de l'école du paysage de Versailles qu'on avait amenés pour explorer quelles étaient nos marges d'action, nos activités possibles, le long de cette cascade, de ce paysage qui sont extraordinaires, mais dont l'attention avait été détournée à cause de la guerre, et que petit à petit, ils ont retrouvé avec beaucoup d'affection. Là, par exemple, la reconstitution d'une petite plage. Et tout ça a commencé par des opérations de nettoyage. Et quand les habitants de Stolatz nous ont vus arriver à nettoyer la rivière dont plus personne ne faisait attention, certains se sont joints à nous, d'autres nous regardaient un peu bizarrement. Qu'est-ce que vous faites à venir d'ailleurs pour nettoyer la rivière? Mais en fait, petit à petit, après plusieurs années, c'est devenu un lieu d'attention et de rassemblement de différentes communautés, de différents voisinages. On n'a pas établi la paix, nous, juste avec ces actions-là, mais ça a permis de redonner un peu de présence sur l'espace public. Voilà à peu près le paysage qu'on a retrouvé au départ, avec les impacts des balles et encore des traces très vivantes, dont l'une des pires, je crois, c'est que les catholiques et les musulmans mettaient les enfants à l'école, certains le matin et d'autres l'après-midi, surtout pour qu'ils ne se côtoient pas. Et en fait, petit à petit, sur ces expériences-là, on a pu montrer aux étudiants de Versailles quel pouvait être l'impact de ces façons de faire, et du fait de faire, d'être en action sur ces jardins-là, sur ces territoires-là, et petit à petit aussi de s'enrichir des rencontres avec les habitants, les personnes, les voisins. Je ne sais pas si tu veux rajouter. Oui. Très important, parce que je n'avais pas l'idée que les meubles, le mobilier, auraient joué un rôle aussi important. Ces meubles, c'était une idée à toi. Hein. Et donner aux habitants la possibilité de se mettre là où ils étaient peut-être avant, une quinzaine d'années avant, et en plus, en vision du paysage, etc., s'installer, bref. Et ils ont beaucoup apprécié. Beaucoup. Donc le rôle de ce petit mobilier offert au public était imprévisible pour moi. Et j'avoue que ça a été fantastique, puisqu'à la fin, ils se retrouvent et il y en a qui parlent entre eux. Car ils commençaient à revenir, hein, les habitants. Bon, ça, je crois que les tensions ont toujours, malgré tout, continué d'exister, hein, entre les cultures. Bon, ça s'arrange pas en ce moment, mais c'était très, très intéressant de voir ça.
Ce qui est important dans cet ouvrage-là, dans ces ouvrages-là, c'est pas du tout ni leur conception, ni leur design, ni leur création, mais le fait qu'ils mettaient en scène un rapport au paysage et aux anciens jardins qu'ils retrouvaient avec beaucoup d'affection et d'attention. Ça pouvait permettre de se poser à contempler ces paysages le long de la Bregava. La base de sous-marins de Saint-Nazaire, c'est tout d'abord un énorme bunker qui protégeait les sous-marins allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, dont on retrouve un exemplaire à Lorient et à Bordeaux, je crois, de 3,5 hectares avec entre 3 et 8 mètres de béton armé sur le toit. Donc au moins on n'avait pas de problème de portance. Et où Gilles nous a invités aussi à faire un jardin, le réaliser à partir d'un index du tiers paysage de l'estuaire de la Loire. Bon, c'était une proposition qui venait de Jean Blaise, directeur du lieu unique à l'époque, et on avait la possibilité de choisir un endroit entre Nantes et Saint-Nazaire, et le dernier qu'on nous montrait, et si on voulait le choisir, c'était celui-là. Ah ben, quand j'ai vu ça, je me suis dit ça, il y a un défi là. Mais comme il y avait de toute façon des petites plantes, notamment les ombiliques, qui arrivaient à pousser dans les fissures, je me suis dit, ben oui, on peut faire un jardin là, sur le béton. Donc nous voilà partis à faire le jardin sur le béton avec les étudiants du lycée Jules Rieffel dont on parlait tout à l'heure, sur plusieurs semaines de travail à la main, le plus possible, pas tout à fait, il y a 700 tonnes de matière là, et avec le premier vrai jardin du tiers paysage au sens strict du terme, qui est celui de déposer un substrat sur le béton armé de la base de sous-marins, donc avec un choix assez empirique sur les granulométries, le rapport de terre et de cailloux. C'est un petit peu le même travail que faisait le jardinier tout à l'heure avec le parc André Citroën, dans lequel le dessin il appartient à celui qui réalise plus qu'à celui qui l'imagine. Et jusqu'au bout, il y a des décisions à prendre, d'où le rôle du jardinier, du gestionnaire, qui deviennent fondamentaux et qui petit à petit, sans aucun dessin, apparaissent des espèces. Ce qu'on a compris, c'est qu'elles apparaissaient d'abord à partir des substrats, puis à partir des oiseaux et du vent. Ça, c'est les étudiants du lycée Jules Rieffel qui ont fait des prélèvements, enfin des analyses, des études botaniques régulièrement, tous les 2 fois par an, je crois. On a appelé ça le jardin des étiquettes. C'est vrai qu'au bout d'un moment, c'était devenu presque que ça. Parce que quand on veut montrer pédagogiquement aux étudiants que cette plante, elle était là avant, mais c'est une annuelle, elle a fait des graines et elle va se semer là, mais il faut laisser l'étiquette du départ, et puis on en remet une là, etc. Au bout d'un moment, il n'y a plus que des étiquettes partout. Bon, alors on a changé le mode pédagogique avec des affiches et des explications collées sur les murs à côté. Voilà. C'est cette compréhension des dynamiques du vivant et du rôle de laisser faire. Ça, c'est quelque chose dont Gilles parlait beaucoup aussi, de la façon d'essaimer, de laisser faire avec et non contre la nature. Ça, c'est d'autres jardins, par contre, sur lesquels on va planter cette fois, mais où on reconstitue du sol très très pauvre, avec des épaisseurs très faibles, avec les étudiants de Jules Rieffel toujours, et dans lesquels manuellement on a planté environ 10 000 plantes sur cette base-là, que Gilles avait imaginé comme à chaque fois sur ces chambres d'explosion, un jardin différent, et qui venait présenter d'une façon scénographique chacun des assemblages de cette diversité de l'estuaire de la Loire, avec un cortège de plantes qui étaient représentées dans ce territoire-là et qu'on pouvait réassembler d'une façon dont le jardin allait raconter un peu comment elle se déploie dans le temps et qui donne petit à petit des situations comme celle-ci. C'est devenu un jardin public de la ville de Saint-Nazaire, géré par les jardiniers municipaux de la ville de Saint-Nazaire. Et on a eu énormément d'étonnement et de plaisir à voir les évolutions successives de ce que le dessin au crayon de Gilles proposait dans un premier temps. Mais la mise en œuvre des étudiants et l'évolution après des plantes sur les premières années a permis de redéployer comme situation, comme rapport des plantes elles-mêmes, comme proportion des espèces entre elles,
et qui amène aussi un regard complètement nouveau, différent, non seulement sur la base de sous-marins, mais sur ce que peut vouloir dire la fertilité. Là, on est vraiment sur une diversité, sur des sols très pauvres, qui sont celles qui s'expriment avec le plus de diversité, de variété sous nos climats. Et également le rapport à la variation saisonnière, sur laquelle ont travaillé aussi les étudiants, et qui permettent de redéployer un peu ce rapport entre le jardin et l'homme. Vous voyez que c'est quand même des actions très modestes, d'une part, même si elles sont assez éloquentes au niveau visuel et dans la façon dont on arrive à s'émouvoir de ces situations-là, dans un rapport un peu entre la fragilité de la structure qu'on croyait forte, et finalement c'est les végétaux qui sont bien plus résilients par rapport à cette situation-là. Alors juste un mot pour dire que ce jardin est destiné à disparaître, d'après ce que a décidé la ville de Saint-Nazaire, parce que ce bâtiment accueille maintenant un public sous ce niveau-là, où il y a des salles, mais il y a des gouttes d'eau qui tombent. Ce qui est tout à fait normal, parce que c'est du béton poreux. On dit que les Allemands qui avaient fait construire cette base pour protéger les sous-marins, c'était pendant la guerre encore, mais c'était juste avant la fin de la guerre, ils n'ont pas pu finir le boulot. Mais ils faisaient travailler des prisonniers qui, eux, étaient un peu résistants et avaient fait un béton trop maigre. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai, je pense que c'était comme ça à l'époque de toute façon. Et puis l'eau, ça passe à travers. Bon, s'il y a des gouttes d'eau qui tombent sur un sous-marin, ça va. C'est pas dangereux. Mais quand ça tombe sur des gens qui écoutent une conférence, comme par exemple maintenant, vous imaginez le truc, et donc ils veulent tout enlever, étancher, mais ils n'ont pas dit s'ils voulaient refaire un jardin. On ne sait pas. On commencera. Ça, c'est aussi quelque chose que j'avais présenté lors de mon intervention au mois de février. Ici, la question de faire et refaire inlassablement au jardin. On est toujours prêt à recommencer. Et c'est un petit peu sous cet aspect-là qu'on a proposé l'intervention. Alors avec un énorme collectif et plein de personnes et de métiers différents, avec cette école du tiers-lieu, la Scuola del Terzo Luogo à Lecce. Dis-en-toi un petit mot au début, parce que c'est quand même... Michele B, qui intervenait, il est né à Lecce, bon voilà, il est prof dans un lycée, il connaissait mon travail, il m'a demandé de venir en parlant de la Manifattura Knos, qui est avec cet hectare entier de l'asphalte où on fait rien, on pourrait peut-être faire quelque chose, et la Manifattura est juste à côté, réutilisé par plusieurs collectifs, hein, c'est un lieu où encore aujourd'hui il y a des activités culturelles intéressantes. Et puis, ça m'a amusé. Je suis allé voir, j'ai vu le truc, là. J'ai dit, bon, ben, pareil, hein, faut que je demande à Coloco. Parce que... Et donc, on y va. Et là, ce qui est intéressant, c'est que cette question du tiers paysage, elle incite à l'indécision sur l'action sur le parking. Que la question était de retrouver le sol fertile et non pas dessiner un jardin dont on ne connaissait absolument pas le devenir. Et donc petit à petit, on se met à excaver, à creuser, à comprendre qui c'est cet asphalte. On a appelé un ingénieur qui nous avait raconté un peu comment il était composé, qui nous avait aussi conforté dans l'idée qu'il n'était pas toxique, parce qu'il y a beaucoup d'asphalte qui avait été coulé avec de l'amiante. Voilà, merci. Mais là, ce n'était pas le cas. Et donc petit à petit, cette façon de retrouver le sol fertile et de négocier l'intervention des uns et des autres par rapport à notre énergie, à notre idée, à notre intention sur le terrain et non pas au préalable. Elle a permis de construire cette série de situations dans laquelle le jardinier a disparu. On laissait faire, ce que disait Gilles tout à l'heure. Parfois, la meilleure solution, c'est de laisser faire. Et petit à petit, l'enrichissement de ces situations-là, elle a amené une croissance, une diversité des scénographies, malgré tout, même si elles sont subies, et un grand étonnement sur le rôle de l'asphalte comme
paillage finalement de ces végétaux qui ont extrêmement bien poussé, avec des images de... On ne vous conseille pas d'asphalter votre jardin. Hein. Bon. Mais on n'a pas besoin de tout désasphalter. Là, c'est un mélia qui a 5 ou 6 ans à peine après la plantation. Ça, c'est un projet qui a démarré en 2014, donc on a un peu de recul sur la dizaine d'années, mais sans aucun type d'évaluation écologique. C'est vraiment un espace qui résulte de cette prise de liberté. Il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas de budget, il n'y a pas de propriétaire, il n'y a pas de préméditation ou d'intention préalable. Et cette façon de faire, elle permet aussi de reprendre, de corriger, de réintervenir inlassablement sur des extensions ou des prolongements du projet. Et c'est ça qui nous a énormément appris sur la façon d'entrer en relation aussi entre jardiniers, dans lesquels il n'y a pas un concepteur et des exécutants, mais au contraire toute une fraternité autour du chantier et de la façon de construire ensemble. Ces apprentissages-là, ils sont développés sur d'autres territoires. Donc cet exemple d'intervention sur un parking, dont vous avez un exemple juste derrière ici, que vous pourrez à loisir interpréter à votre façon, mais en tout cas, il nous tend les bras pour qu'ils deviennent vivants. Ici, ce qui était intéressant, c'est la façon d'avoir appris sur un parking et d'avoir tout d'un coup une friche dans laquelle on s'invitait comme jardinier. Pour faire un chemin dans les ronces. C'est un immense roncier. Borgo San Nicola, une vieille carrière énorme, et sur un tas de gravats. Et les habitants voulaient mettre le feu, voulaient jeter les poubelles, enfin bon. Et finalement, ils ont vu qu'ils pouvaient passer, puisqu'on l'a fait, c'est senti là, voilà, avec de l'aide, on était nombreux. Hein. On a même planté quelques fois des arbres au milieu des épines, parce que c'est là qu'elles se sont le plus protégées des prédateurs qui mangeraient les jeunes arbres. Et puis ça a évolué. Ça, c'était des réunions pour voir où est-ce qu'on allait intervenir. C'était la partie la plus creuse. Vous voyez la qualité. Et finalement, on a obtenu au bout d'un moment un petit dessin comme celui-là. La photo est prise depuis le niveau haut, le lieu de l'habitat où les gens se plaignaient, où ils ont dit « Ah ouais, c'est pas mal ». Et finalement, ils sont allés pour promener leurs chiens, voir leurs enfants faire des pique-niques, etc. Ça s'est complètement transformé. Donc, ils sont dans un roncier et ça marche. Et un roncier reconsidéré, respecté. Donc voilà ce qu'on voulait partager avec vous comme initiative à partir de ces idées que Gilles a créées pendant ces longues années, qui se sont enrichies les unes les autres et qui, comme je disais en introduction, on a essayé de combiner ou de tresser pour construire cette proposition de préséance du vivant, dans laquelle on vous invite tous à devenir jardiniers planétaires et à prendre la parole maintenant. On vous la donne. Merci Gilles. Ouais, mais les autres vous entendront pas. J'ai été intrigué par une photo dans le livre qui s'appelle 9 jardins, approche du jardin planétaire. Il y a une photo où on voit des ballons rouges, qui sont suspendus dans les arbres. On voit un fauteuil et un téléphone. Je ne sais pas si vous voyez bien de quoi je parle. Et là, le commentaire dit que
C'est une installation pour la représentation d'une pièce qui s'appelle Les Mamelles de Tirésias de Guillaume Apollinaire. Ça m'amène à une question sur l'utilisation du jardin également pour un aspect culturel, pas seulement culturel, mais à la fois, est-ce que ce mélange se fait? Parce qu'il y a aussi une remarque dans le même livre qui m'a intéressé, qui dit qu'on ne peut pas comprendre et accepter le foisonnement apparemment chaotique de la nature si ce chaos n'est pas, pour ainsi dire, mis en scène. Donc, dans quelle marge vous travaillez aussi dans le sens culturel? Et je pense aussi, par rapport à la sonorité des plantes, il y a un projet avec un pépiniériste en France qui s'appelle Toby, je crois, qui fait des concerts avec les plantes, etc. Alors je me demande dans quelle mesure on peut mélanger le culturel et le cultural dans vos jardins. Voilà. Mais dans une mesure assez élargie et parfois un peu bizarre aussi, mais c'est... Là, j'arrive de la ville de Caen, à côté de Caen, à Potigny. J'ai fait hier soir un spectacle avec un chorégraphe qui est prévu pour plus tard aller dans un jardin, je ne sais plus à quel endroit. Donc, on sera dans... Voilà. C'est une conférence dansée. Donc, je n'avais jamais fait ça de ma vie, hein. Mais... Et ça a un rôle très important quand même, parce que ça s'adresse à un public qui ne vient pas d'habitude pour les plantes, les animaux, le vivant, je ne sais pas quoi, mais qui est complètement dans un autre monde, même s'il est très sensible et très important, le monde culturel, artistique, et qui tout à coup écoute et découvre. Et ça, je trouve ça très, très, très positif. Alors, des travaux ou des, je sais pas quoi, des interventions avec les artistes, oui, on ne peut pas se passer de ça. Enfin, c'est très important. Dans la question de la scénographie ou la résolution esthétique pour quelque chose qui n'est pas forcément lisible par tous, il y a des manières de s'y prendre. Quand je dis une prairie qui est abandonnée, herbacée, plus ou moins facile à entretenir, mais pas vraiment. Enfin bref, c'est le bordel, quoi. En gros, excusez-moi. Enfin, donc c'est pas beau, quoi. Ben, ça dépend comment on place les critères de la beauté. Mais on peut dire tout simplement, vous allez tondre un cadre de pas très grand, hein, 2 mètres par exemple, là, sur votre grande prairie immense, faire un comme ça fait un tableau. Vous faites un tableau. Et à ce moment-là, vous dites « je suis intervenu, ce n'est pas abandonné », et ça c'est intéressant, regardez. Donc il y a quelque chose à combiner, si vous voulez, entre ce qui est cette question du vivant qui est cruciale, que l'on doit mettre en avant, mais aussi la pédagogie qui est portée dessus, la scénographie, la dimension artistique, etc., quoi. Moi je suis tout à fait d'accord avec ces combinaisons-là. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas si on m'entend. Bonjour, Nicolas. Moi, j'habite pas très loin de Versailles, donc je vous ai vu passer à la Biennale et je pense que je voulais vous remercier déjà pour le geste symbolique d'avoir amené ce discours-là à Versailles. Je pense que c'est pas rien. Il y a peut-être eu des vrais sujets dans cet environnement qui est quand même un petit peu conservateur avec quelques guillemets. Ma question, c'était de savoir un petit peu qu'est-ce que vous pensiez d'utiliser le jardin comme un acte de sabotage, voire de désarmement contre des infrastructures, comme une espèce d'association du jardinier et des luttes, voilà, pour saboter des routes, faire dérouter des routes, faire crever des pipelines, des choses comme ça. Est-ce que vous êtes... Voilà, question ouverte. C'est... Moi, je prends la suite. Tu parles après, tu prends la suite. Bon, de mon point de vue, c'est pas la meilleure manière de s'y prendre. Je vois plutôt les dimensions pédagogiques utiles. Mais là, ça n'en est pas une. Parce qu'immédiatement, on s'attire tous les ennemis, les défenseurs de ce qui est peut-être le plus destructeur au monde, mais qui ont les moyens. Et qui, eux, vont faire en sorte que toute cette initiative-là soit détruite et surtout mal vue. Donc je ne suis pas pour la bagarre, moi, je suis pour la pédagogie. Amener les gens à comprendre. Comprendre est quelque chose d'extrêmement important.
il ne suffit pas de dire oui, bah, c'est j'obéis, quoi, parce que la loi dit que. Non, il faut d'abord comprendre. Si on s'aperçoit, quand on comprend que la loi ne dit pas que des bêtises, là, qu'on peut pas, on fait, on obéit. Mais si on s'aperçoit exactement du contraire, et que c'est stupide, on ne le fait pas. Mais on ne va pas en faire une pub et la guerre. On agit autrement, on a le droit. Ça, c'est le droit du consommateur individuel. On n'est pas obligé d'obéir à la surconsommation inutile de choses qui ne servent à rien en écoutant la pub. On n'est pas obligé de faire ça. Donc la multiplication des initiatives individuelles sur quelque chose qui a du sens et qui protège le vivant, ça vaut la peine. À un moment donné, ça pourrait jouer un rôle. Mais se mettre contre soi-même, parce qu'on a pris ces initiatives-là avec la guerre, tous ceux qui ont les moyens d'avoir des armes beaucoup plus puissantes, ça c'est idiot. Moi, je pense que ce que vous évoquez là, c'est un peu des pistes les plus extrêmes de tout un panel de résistance qu'on peut développer. Gilles, l'un des projets je parle un peu à ta place, mais qui l'a le plus ému, c'est ce qui avait été fait à Notre-Dame-des-Landes et la façon d'habiter avec des inventions nouvelles de ce type-là. Ce que rapportent tous les jardins de résistance, dont celui des orties à Mel, qui s'élèvent contre des politiques inutiles. Moi, je ne suis pas contre le fait, comme des guérilla gardening ou de ce type de choses-là qui sont plus petites et que les actes de sabotage que vous évoquez. Mais je pense que tout ça est lié, qu'il n'y a pas des choses à faire ou à ne pas faire. Les soulèvements de la terre, par exemple, c'est des moments très importants du point de vue politique pour ne pas laisser déraper des situations dans lesquelles on perd le contrôle justement sur le respect du vivant. Donc, sa beauté. Sa beauté. Je suis d'accord. Hein. J'ai l'impression que vous faisiez un petit appel à l'action en parlant du parking qu'il y a autour du pavillon Cycli. Concrètement, moi, c'est une idée qui me tente beaucoup. Concrètement, comment est-ce que ça se passe pour faire ça? Est-ce qu'il faut des outils? Et aussi du point de vue législatif, est-ce qu'il y a des répercussions ou quoi? Il y a plein de personnes militantes et volontaires dans cette salle, donc il faut que vous les trouviez après qu'on ait coupé les micros et que vous fassiez un collectif d'action. Je pourrais vous aider à vous les présenter. Il y a des façons de faire, il y a des protocoles plus ou moins officiels. En tout cas, ne vous privez pas d'exprimer vos envies. Je pense qu'il faut passer à l'action. Pas n'importe comment, évidemment qu'il y a des gens qui ont déjà réfléchi à la question et dont je pourrais vous passer les contacts pour être encore plus nombreux à vous occuper du parking. Sur le même sujet, pour ces personnes qui veulent partir un peu dans l'écoterrorisme, je vous conseille la lecture d'un bouquin qui a été écrit dans les années 70 qui s'appelle « Le gang de la clé à molette ». Et vous allez passer un moment extraordinaire à vous marrer sans faire de mal à personne. Voilà. De l'importance des grands classiques. J'espère que vous ne partagez pas ce diagnostic que ceux qui font ça sont des écoterroristes. Ça, c'est le langage de Darmanin. Oui, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui a un micro? Juste une question sur votre point de vue sur les jardins suspendus à la japonaise, parce que c'est peut-être une action un peu plus soft. C'est une transition.
bien qu'elle soit interdite à Genève, puisque j'ai fait l'expérience avec les 20 pots qu'on sort le matin, qu'on rentre le soir, et pourtant qui amènent des papillons, des sauterelles, des enfants, des grands-mères autour de tous ces pots, au centre de la ville. Et quelquefois, on se demande si, malgré ces magnifiques témoignages que vous faites et les actions, si on ne peut pas vraiment passer à l'action sans être ni terroriste, mais juste, on a envie de planter au milieu de la ville quelques plantes, quelques fleurs, des tomates cerises, et se connecter avec le vivant et les autres. Et même à Genève, c'est compliqué. Voilà. Bonne soirée. Alors, je ne sais pas où on en est à Mérin, mais l'expérience que j'ai eue ici, que je suis venu il y a, je ne sais pas combien de temps, il y a quand même 4-5 ans, ça m'a paru très, très positif. Est-ce que vous avez des retours là-dessus? Parce que c'est peut-être pas possible dans tout Genève, mais là, oui, il m'a semblé. Alors oui, il y a beaucoup d'initiatives, mais elles sont alors il y a beaucoup d'initiatives et c'est vraiment une ville qui devient de plus en plus verte, qui est très agréable à vivre. Mais en tant qu'individu, si on a, sans envahir l'espace public, en respectant les uns et les autres, eh bien, vous avez la police qui arrive et qui vous dit que vous envahissez l'espace public. Ça, c'est quand même une réalité à plein palais, dans des quartiers quand même très artistiques et créatifs. Voilà, moi, je voulais apporter quand même ce petit témoignage sans vouloir faire de vagues, mais il y a toujours ce problème entre la théorie et puis réellement la réalité d'avoir envie de mettre les mains dans la terre et de partager tout en respectant ses voisins. Alors, de ce point de vue-là, dans certaines villes, chez nous, comme à Paris, il y a eu, depuis la première mandature de Delanoë, un changement complètement de gestion. Et finalement, des initiatives laissées aux habitants sur des espaces aussi simples et minuscules que les tours d'arbres, les pieds d'arbres, ça donne des résultats parfois contestables. Mais il y a là, pour le coup, une diversité qui s'est installée et qui n'est pas contestée. Donc Le temps qu'on vous amène un micro, je fais juste un petit... ça s'appelle les permis de végétaliser. Vous avez toute l'information nécessaire de ce qui se fait à Paris ou à Montpellier, par exemple, avec des actions de micro-fleurissement, pardon. Donc les solutions existent dans d'autres villes. Il faut peut-être que Genève s'en inspire, mais en tout cas, c'est ni très compliqué, ni très dissident. Hein. Oui, du coup, je réponds à madame. Merci pour rebondir. Nous sommes l'association Genève Cultive et avec la ville de Genève, nous avons collaboré pour monter une plateforme pour les citoyens qui souhaitent jardiner en ville de Genève. Donc la ville de Genève et le canton de Genève soutiennent ces initiatives citoyennes. Donc, vous pouvez aller sur le site internet de la ville de Genève. Et là, il y a un formulaire que vous pouvez remplir et faire une demande. Après, nous, l'association peut vous accompagner dans ces demandes qui ne seront pas toutes acceptées. Mais voilà, on a déjà un peu débroussaillé pour ce permis de végétaliser, comme vous l'avez mentionné. Voilà, donc je réponds et j'en profite donc pour le dire à tous les citoyens qui souhaiteraient faire un jardin ici tout de suite, comme c'est marqué sur les affiches. Voilà, la ville de Genève soutient les initiatives citoyennes et communautaires, évidemment, c'est encore mieux. Voilà. Bravo. On aura au moins servi à vous mettre en contact les uns et les autres pour le parking et les pots de fleurs. Ouais, cette question de végétaliser la ville, c'est toujours un problème. Je ne suis pas contre, bien entendu, mais mon expérience des villes italiennes, par exemple, Sienne ou Venise, je me vois mal planter des arbres le long du Grand Canal, où ce rapport entre la campagne et la ville. Aujourd'hui, à Genève, on parle beaucoup de végétaliser, de planter des arbres en ville. Pourquoi pas? Ça, c'est bien. Mais la zone agricole de Genève est une zone de monoculture. Qu'est-ce qu'on attend? J'ai fait des propositions pour transformer cette zone agricole, absolument pas rentable. C'est pas rentable de faire du blé à Genève, en une agroforesterie. C'est-à-dire planter des arbres à la campagne, c'est plus facile qu'en ville. Je ne sais pas si ça vous a échappé. Donc, je suis d'accord qu'on fasse tout ce que vous avez dit à l'intérieur des villes, autant que possible.
Mais c'est un peu la tâche obscure que la zone agricole ne soit pas questionnée. J'ai essayé, le long de l'Aire, où on avait une bande possible d'expérience d'agroforesterie. Et on m'a dit, ah non, c'est bien, mais c'est trop petit. Il faut faire toute la zone agricole. Très bien, donc on n'a rien fait. C'est ce que Pier Paolo Pasolini, un jour, voulait sauver un tout petit jardin à Rome, Parco Ciceo, je crois. Et un journaliste de gauche lui a dit, mais Pierre, c'est trop petit, il faut faire de toute l'Italie un jardin. Et on n'a rien fait puisqu'il fallait tout faire. Mais je pense que le projet, la réflexion sur la transformation de la zone agricole en une zone d'agroforesterie est une question qu'on devrait mettre à l'ordre du jour. Au moins autant que planter des arbres sur les trottoirs. Bonjour. Je voulais d'abord vous remercier pour cette conférence. Elle était vraiment très, très inspirante, donc merci beaucoup. J'avais une question parce que je suis jardinière, donc je suis un peu au premier plan, justement, de tout ce qui est vraiment en main dans la terre, réfléchir à qu'est-ce qu'on va mettre comme plante, pourquoi celle-ci, elle a disparu, mais l'année dernière, elle allait bien, maintenant, c'est celle-ci qui vient. Et en fait, j'adore travailler comme ça. Justement, je trouve ça magnifique. Je trouve ça très beau de voir ce genre de jardin en mouvement, même si parfois on essaye un peu de les maintenir si on a une zone limitée, disons. Cela dit, de travailler comme ça, on reçoit quand même pas mal de réflexions. Par exemple, je travaille très très peu avec des outils motorisés. Je préfère travailler la terre le moins possible, en fait, donc préserver toute cette vie qu'on a absolument partout, toutes ces graines en dormance qui ne demandent pas qu'on les dérange. Mais j'ai quand même beaucoup de réflexions et je voulais savoir comment est-ce que vous avez fait, vous, face à toutes ces oppositions par rapport à votre travail et comment vous avez réussi, en fait, à vous imposer et faire ce que vous faites et le transmettre, parce que c'est pas forcément ce que je veux faire, mais j'aimerais quand même que ce soit peut-être plus abordable et plus agréable pour tout le monde et que je puisse l'expliquer plus facilement aussi. Merci. Pas facile. Pas facile. Là, vous faites référence à la question du modèle culturel. On peut changer facilement de technologie, expliquer aux gens, faut utiliser tel outil, tel autre, etc. Mais changer de manière de voir le monde, ça, c'est pas du tout facile. Il y a quand même... ça existe, hein, c'est possible, mais c'est très très lent, ça prend beaucoup de temps. Mais il faut surtout, encore une fois, passer par la compréhension. Et ça, c'est quelque chose qui démarre depuis tout petit avec les enfants. Il faut les emmener dehors, et leur expliquer pourquoi les choses sont comme ça quand ils posent des questions. Si on leur dit c'est interdit, sans leur expliquer pourquoi, ils vont tout le temps demander pourquoi. Ils vont pas comprendre, mais ils vont finir par avoir l'habitude de répéter l'interdiction, etc. Et finalement, de se figer dans un modèle culturel auquel ils ont rien compris, c'est pas la question, mais ils doivent obéir. On est encore dans ce modèle-là. On vous a dit pendant des années et des années, ça c'est une mauvaise herbe. Mais ça veut dire quoi une mauvaise herbe? C'est une herbe. Elle sert à quelque chose. Elle a un rôle dans l'écosystème. Pourquoi est-ce qu'on ne vous explique pas le rôle qu'elle a dans l'écosystème? D'abord, elle a un nom. Ah bon? Oui, ben oui. Et d'ailleurs, il y a une chenille qui vient dessus, qui va être mangée peut-être par un oiseau. Mais enfin, en tout cas, bref, au bout d'un moment, vous comprenez qu'elle est indispensable pour toutes sortes d'autres espèces. Et à ce moment-là, vous regardez les choses autrement. Quand vous faites ce mode de gestion face à des gens qui n'ont absolument pas compris ça, ils continuent de vivre avec leur modèle culturel ancien. Donc c'est ça la grosse difficulté aujourd'hui. Il n'y a plus de pédagogie sur le vivant. Donc presque toutes les écoles, y compris celles du paysage, on met le temps sur la maîtrise de l'espace, sur la rentabilité aussi. Je ne sais pas si vous savez, mais les paysagistes sont payés comme les architectes au pourcentage du montant des travaux. Les travaux, si le devis s'est fait avec des plantes, ça ne rapporte rien. Donc il faut faire des jeux pour enfants, du béton, des constructions, des terrasses, des machins, des tas de trucs. Là, ça rapporte, on peut vivre. On en est là.
Donc ne vous inquiétez pas, mais continuez. Bonjour, merci pour votre conférence. Est-ce que vous faites des câlins aux arbres? Bon. Je vous répondrai immédiatement après madame qui attendait la question depuis très 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 longtemps. Elle n'en peut plus, elle a les dents serrées. Je vous raconterai les câlins plus tard. Bonsoir, merci pour votre engagement. Je suis très touchée par ce que vous faites. La nature me touche de près, me concerne depuis mon enfance. Moi, je voulais soulever une autre question. Je pense ne pas m'être trompée. J'ai lu un de vos articles où vous parlez de jardin de souvenirs. Et moi, ça m'a interpellée. Je ne sais pas si vous voyez... Vous n'en avez pas du tout parlé. Ce n'est pas d'actualité. De quoi vous faites Les jardins de souvenirs. Les jardins du souvenir ou quelque chose comme ça. Pourtant, je l'ai lu quand vous avez présenté votre présence ici, et que c'était un projet sur Genève, quelque part à la campagne, qui pourrait se faire. Ça vous dit rien? Amnésie totale. Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est relié à ce que vous faites, en fait. C'est un jardin du souvenir, c'est un lieu où, en fait, on pourrait mettre ses centres avec un arbre, créer un jardin et s'occuper. Et ça, je suis sûre que je l'ai lu quand... C'est possible que j'ai fait une proposition pareille, oui. Mais je n'ai pas réalisé. Alors moi, ça m'a interpellée, ça m'intéresse parce que c'est un projet qui existe déjà au Canada. Et donc j'étais assez curieuse de voir si un jour on aurait la possibilité d'avoir ça. Et j'ai lu l'article vous concernant. Et c'était inclus dans l'article. Et moi, j'ai soulevé ça parce que ça m'intéresse. Alors, cette idée vient sans doute de... quelque chose que j'ai aussi vécu, mais c'était à Bali, avant que l'on fasse la crémation des corps, ils sont enterrés. Ouais. Ensuite, il y a des cérémonies absolument incroyables. Et puis après, les cendres sont dispersées. Mais il y a des lieux particuliers pour mettre les corps humains là, sans que ce soit appelé des cimetières pour autant. Ce qui est intéressant, que je trouve beau, qui correspond à votre vision d'une architecture végétale dans le monde, c'est que, comme je l'ai visualisé, comme c'était écrit, c'est que ce sera un lieu ouvert avec le choix écologique aussi. Donc, ce serait de la terre cuite, et puis elle irait dans la terre, et puis après on choisit soit un arbre, soit si on veut un buisson, je ne sais pas, de n'importe quoi. Et après, on peut dire quoi, la plaque ou un truc comme ça, ce serait un rondin de bois, et dessus on écrit ce qu'on veut. Tout devrait être biodégradable, d'après ce que j'ai compris dans l'esprit de... C'est juste ou bien je... Non, là je suis complètement d'accord. Ou j'ai rêvé, parce que... Mais j'avais complètement oublié ça. Voilà, c'est bien de Mais je trouvais ça remettre... tellement beau, puis vous évoquiez l'idée que les gens pourraient aller se promener dans le jardin des souvenirs, et qu'il y a des personnes qui sont sous une forme de poussière, mais... merci. Mais moi, ça m'a touchée. J'ai adoré l'idée. Merci. Je vais rechercher les textes que j'ai fait là-dessus. Les câlins, ils venaient d'où, les câlins? Eh bien, c'est en cours. Je pense que c'est un grand apprentissage sur nous-mêmes de faire des câlins aux arbres. Mais qui dit câlin aux arbres dit de déployer un peu les différents types d'attention qu'on peut avoir. Que ce soit une petite herbe, un insecte, un arbre, c'est bien entendu beaucoup plus préhensible. Et je pense qu'on apprend énormément sur nous-mêmes à partir du moment où on fait des câlins aux arbres, ou en tout cas on se met en relation d'une façon plus intime. Et je vous invite à le faire pour ceux qui s'y sont pas encore plongés. Je veux bien des conseils si vous en avez, parce que c'est d'ailleurs un truc qui est très riche, c'est de faire des câlins aux arbres à plusieurs niveaux. Ça nous oblige à nous mettre dans des situations du corps en relation à l'arbre qui engagent le corps de façon totalement différente. Mais Gilles, tu as peut-être plus d'expérience que moi sur le... Non, moi j'ai juste le sentiment qu'on est en conversation permanente avec les végétaux, pas que les arbres. Mais les arbres ont plus de possibilités de nous
de nous écouter, enfin de nous accepter aussi. Mais cette énorme IB, j'appelle ça comme ça, c'est pas IA, hein, c'est IB, intelligence biologique, on la connaît mal. On ne sait pas comment parler avec les plantes et les animaux, hein. C'est pareil. Et on a un peu oublié ça, parce que je pense que sans doute, quand on était plus primitif, on devait être plus évolué dans le sens de la communication biologique. Et il y a des humains qui arrivent à dire, là, il y a une aimantation, ou il y a une attraction, il y a un rejet de la part d'un arbre, justement. C'est tout à fait possible, hein. Et ça dépend de la sensibilité de chacun. Mais encore faut-il accepter ça. C'est un dialogue. Que ce soit les Amérindiens en Amérique du Sud qui, avec des compréhensions animistes, se projettent dans une entrée en relation avec l'esprit des arbres ou de la forêt. Les Asiatiques qui trouvent des relations avec la terre et le ciel bien au-delà des arbres et de la nature. Je pense qu'il y a là des modes d'amplifier notre sensibilité et notre compréhension qui sont absolument à découvrir, à explorer. Donc je pense que le câlin aux arbres, l'image est assez emblématique, un peu d'un début de quelque chose dans lequel il faut rentrer beaucoup plus en intimité. Ouais. J'ai 2 conseils, si. C'est de leur donner des prénoms. Et ensuite, j'ai vu quelqu'un, j'ai pas encore réussi, mais qui disait qu'en fait, en mettant sa main gauche, puisque c'est la main qui est proche du cœur, on est en connexion avec les racines et on peut entendre des choses, poser des questions, mais dans la tête, quoi, et qui répond. Mais alors, j'ai pas encore réussi. Je peux me lever là. Okay. Au sujet des arbres et des humains, dans les neurosciences, maintenant, on sait notre cerveau, c'est un arbre. Nous sommes un arbre. Nous émettons de l'énergie comme les arbres par la tête, par les pieds et par le reste du corps aussi d'ailleurs. Et au fond, on est dans la nature, on ressemble aux arbres. Finalement, la nature, on se ressemble tous si on va vraiment au fond des choses. Et c'est pour ça que l'arbre est tellement important pour nous les humains, parce que c'est vraiment notre enracinement sur la terre qui est en jeu. Alors, juste une petite nuance là-dessus. L'arbre est un végétal. Il a l'avantage considérable par rapport à nous, qui sommes des animaux, oui, nous sommes des animaux, nous faisons partie du monde animal, nous sommes des prédateurs. Nous allons prendre pour nourrir. Bon, là, on ne fait plus tellement de choses qu'on va ramasser, cueillir comme autrefois. On va plutôt au supermarché, mais on va prendre. Les végétaux, eux, ils fabriquent leur nourriture à partir de l'énergie solaire. Ils ont une force inouïe. C'est incroyable. Ça s'appelle la chlorophylle, hein. C'est ce qui lui donne le vert. Alors, ils sont beaucoup plus puissants que nous. Voilà, c'était juste cette remarque. Je ne veux pas trop parler, mais je réagis à cette histoire de l'arbre. Parce que Gilles Clément nous parle, il vient toujours, il dit il y a aussi l'herbe. Et dans l'idée, ce qu'induit l'arbre, comme enracinement, tu as toute une pensée effrayante de l'enracinement, alors que des philosophes comme Deleuze ont parlé des rhizomes, de l'herbe horizontale, qui n'a pas cette... j'ai rien contre les arbres, bien entendu, mais des gens qui comptent l'arbre comme un cygne qui s'enracine, alors que l'herbe est horizontale partout. Je pense qu'il y a une nuance à faire entre Deleuze et Heidegger, avec les conséquences sociales et politiques. Il y a aussi des arbres qui se développent de façon horizontale par le système racinaire. Ce sont des clones. Le Populus tremuloides américain constitue à lui tout seul une forêt. C'est une seule espèce. Il s'est multiplié végétativement et non
par les floraisons et la sexualité. Donc là, on est dans le système horizontal. D'accord, mais moi, j'ai rien contre les arbres, je défendais l'herbe. D'accord. En fait, avant, vous parliez qu'un jardin, parfois, c'est soustraire. On est, en tant que paysagiste, on est souvent face au thème du discernement. Donc, qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que j'enlève? Et c'est un thème très difficile, en fait. Terrible. Non, mais vraiment, hein, là, en ce moment, pour le jardin du musée du Quai Branly, sur le côté qui est vers la Seine, il y a quand même un peu trop d'ombre. La strate herbacée va sans doute s'appauvrir. Je trouve qu'il y a déjà un appauvrissement. D'ailleurs, je leur ai dit, ça fait plusieurs années que je leur dis, il va falloir enlever celui-là et celui-là. Et là, il n'y a rien à faire, ils ne veulent pas. Donc c'est le potentiel du vivant qu'on privilégie toujours. Oui, on privilégie je ne sais pas quoi, là, parce que en ce qui concerne la diversité, on devrait au contraire réaliser autrement. Bon, peut-être que c'est de ma faute, parce que j'ai planté trop d'arbres. C'est un art, hein, c'est l'art du jardinier après. C'est choisir et voir évoluer. Je pense que l'apprentissage, il est aussi très changeant à fur et à mesure que le jardin pousse. Pour revenir aux arbres et pour clore la session, parce qu'on me fait signe qu'il est un peu temps de nous parler en petits groupes, je voudrais vous inviter une dernière question. Je peux encore la poser? Trop bien. Moi, j'avais juste une petite question par rapport au jardin en mouvement. On avait souvent dit qu'on avait une approche de grande liberté végétale, qu'on pouvait laisser toutes les plantes venir. Mais j'avais juste une question. Est-ce qu'à un moment, ça a été incontrôlable, que c'était vraiment pas possible de gérer, ou qu'on a dû avoir une autre approche? Ou c'est quoi peut-être les dangers à faire attention dans une approche de jardin en mouvement? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il n'y en a pas? Et c'était simplement une question comme ça. Non, il n'y a pas de danger. Il y a juste la nécessité d'accroître la connaissance sur la diversité en question dans le lieu où l'on est, et aussi à développer un mode de gestion qui, quelquefois, ne vous a jamais été enseigné. Moi, je me suis mis à faire quelque chose qui est la gestion de la Grande Berce du Caucase dont je parle. Hein. Elle fait donc sa hampe florale gigantesque, hein. Très, très, très belle. Moi, je veux la garder, quoi. Bon. Alors, elle se multiplie, ça ne va pas du tout, parce qu'elle finit par prendre trop de place. Donc, je coupe la hampe florale avant que les graines ne soient mûres. Elle ne peut pas, même si les graines tombent, ou là, elle ne va pas se multiplier, elles ne sont pas mûres. Je les envoie dans un compost et tout. Et du coup, la plante, elle, qui est une thérophile, une plante annuelle, elle réagit en se disant, j'ai pas fait mon boulot. Il faut qu'elle se multiplie. Elle repart du pied, elle devient une plante vivace. Moi, je ne savais pas ça. Hein. Et elle repousse, bon, ok. Et finalement, elle n'est pas faite pour ça. Donc, elle se fatigue. Au bout de quelques années, et le nombre d'espèces de plants de Grande Berce diminue. Je dis non, ça ne va pas. Et tous les 10 ans, ce que je fais chez moi, même quelques fois avant, je laisse regrainer. Donc ça, ce sont des modes de gestion que les plantes nous apprennent elles-mêmes. C'est pas dans les bouquins. Hein. On peut s'en sortir. Moi, je suis touché par les questions des jeunes jardiniers. Et en fait, il y a quelque chose d'un peu incontournable au jardin, c'est le temps. Les meilleurs jardiniers, c'est les anciens. Il n'y a pas de compétiteurs, il n'y a pas de championnat du monde de jardin, il n'y a pas de stéroïdes pour l'apprendre plus vite. Je pense que c'est le temps et l'audace. Donc, continuer, il n'y a pas de danger, vraiment. À part celui de changer soi-même, mais c'est plutôt une opportunité. Et d'insister sur la façon de l'expliquer, sur laquelle souvent on est mauvais soi-même. Et ça prend du temps d'expliquer ce qu'on est en train de faire. L'exemple même, c'est cette exposition qui nous a pris beaucoup de temps à essayer de comprendre ce qu'on voulait dire. Et donc, je voulais, même si ce n'est pas la dernière question, vous inviter mardi 27 mai à 18h30 pour une rencontre avec et autour de l'arbre en ville, avec 2 personnes passionnantes qui sont Véronique Mur, écologue, et Thierry Boutonnier, artiste,
Et on va échanger un peu des regards croisés sur ce rapport à l'arbre, aux arbres, principalement dans les milieux urbains. Mais je ne voudrais pas abandonner la remarque de M. Descombes tout à l'heure sur les espaces agricoles, parce que c'est vrai que c'est sur ces grandes étendues que les enjeux principaux se trouvent. Et on a beaucoup de mal à parler au milieu agricole, à cette question de la productivité et de donner des leçons au monde agricole. C'est vraiment un territoire sur lequel on n'est pas souvent invité en tant que paysagiste et avec lequel on dialogue mal. Donc effectivement, on est tout oui pour savoir comment on pourrait faire mieux ou comment on pourrait s'inspirer de solutions urbaines vis-à-vis du monde agricole, dans lequel la ville a déjà été refuge pour nombre d'espèces qui fuient les pesticides ou les produits toxiques du monde agricole, finalement à le considérer comme un véritable écosystème en soi. Et donc c'est sûrement des progrès à faire encore sur le... Oui, mais tu vois, la réponse des services de l'agriculture, c'est il faut tout faire. Et je dis simplement, faisons quelques expériences là où un agriculteur est d'accord, là où il y a une possibilité. On ne peut pas tout faire de ce coup. On ne peut pas tout faire. C'est le meilleur moyen de rien faire. Exactement. C'est pour ça qu'on vous a montré des initiatives assez modestes et assez éloquentes de petites graines semées dans différents espaces, que ce soit en Bosnie ou dans les Pouilles, de façon à comprendre comment ces processus-là se sont initiés. Vous voyez bien que ce n'est pas des photos de magazines ou des choses dans lesquelles on peut juste s'arrêter à l'image, mais plutôt essayer de comprendre. Et c'est pour ça que la version originale de toutes ces histoires-là, de comment s'est créé l'idée d'un jardin en mouvement, d'un jardin planétaire et d'un tiers paysage, me semblait essentiel à transmettre pour que certaines personnes, certains jardiniers, dont les plus jeunes, puissent écouter Gilles en direct à Genève, alors qu'il ne passe pas souvent. Devant le pavillon Cycli, 18h30. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Merci Gilles et merci Miguel pour cette magnifique conférence.